Aujourd'hui, je suis au colloque de la COPS et j'ai la chance d'avoir Nadine Martel-Octo avec qui on va parler de l'usage du numérique dans l'implantation de la réponse à l'intervention. Bonjour Nadine! Bonjour! Nadine, comment on peut utiliser ou bénéficier des outils numériques comme levier dans le contexte de la mise en œuvre de la réponse à l'intervention? Une grande question, hein? Oui. Moi, en travaillant avec mes collègues, on s'est rendu compte que le numérique pouvait nous rendre service pour collaborer, Oui. pour enseigner, carrément enseigner, pour se développer professionnellement, pour analyser nos données. Parce que la réponse à l'intervention, ça repose beaucoup sur l'analyse de données, pour recueillir des données de dépistage. Bien, ensuite de ça, quand on fait notre analyse de données, c'est plus facile avec les outils numériques. Fait que c'est surtout la collaboration, en tout cas, avec les enseignants pour qu'eux autres, ils puissent travailler ensemble, qui aient accès à l'information, qui aient accès aux données des élèves, qui aient accès à tous leurs résultats de dépistage, puis que tout soit à jour tout le temps. Parce que avant, on fonctionnait avec du papier, des cartables, on se prêtait ça, c'était compliqué, puis on perdait des choses où on n'avait pas accès à la version en couleur, puis il y a beaucoup de données qui sont présentées avec des couleurs dans des tableaux. C'est ça. Fait que c'est ça, ça fait une grosse différence pour les enseignants quand ils mettent en œuvre la réponse à l'intervention, de pouvoir s'asseoir ensemble, puis de pouvoir se partager leurs données, puis leur planification d'action aussi, parce que ça se travaille en équipe école, ça. Ça peut pas se faire tout seul dans ta classe. Tu peux le faire un peu, mais il faut vraiment que les enseignants, il y ait des conditions qui soient mises en place, puis qu'il y ait une direction qui y croit, puis qui leur donne du temps qui s'assoient ensemble. Puis là, une fois qu'on s'assoit ensemble, bien, on s'organise. Ouais. On planifie ensemble, on planifie notre enseignement, on planifie notre temps, nos moments où on va faire nos dépistages, où est-ce qu'on va se voir pour s'en parler. Puis après ça, bien, une fois qu'on a fait ça, la réponse à l'intervention, c'est une intervention à 3 niveaux. Donc, au premier niveau, on enseigne à tous nos élèves. Mais des fois, là, il y en a qui réussissent pas. Malgré tout, qu'il y a des choses qui font pas bien. Tu sais, c'est ça qu'on fait. On analyse les données. Puis là, on dit, OK, comment on va résoudre ce problème-là pour ces élèves-là? Là, on s'organise. Puis là, on passe au niveau 2. On fait l'intensification. Bien, pour organiser cette intensification-là, ça va toujours mieux quand on peut se faire un horaire, tu sais, puis juste faire des horaires, puis papier, puis dire... C'est pas nécessairement évident. Ça peut devenir plus efficace et facilitant, du moins, à cette étape-là, pour réaliser la planification, de l'intensification. C'est ça. Puis dire, bien, qui fait quoi aussi, parce que ça se peut qu'on décide de décloisonner. Ça se peut que, selon nos moyens, puis les personnes ressources qu'on a dans notre école, bien, que ça soit pas l'orthopédagogue qui puisse s'en occuper, que ça soit l'enseignant qui doive le faire dans sa classe. Bien, pour éviter de dédoubler puis que chacun fasse un petit bout avec un élève, bien, on va peut-être rassembler 2-3 élèves qui ont la même problématique de 2 ou 3 classes différentes. On va les mettre ensemble. Puis là, l'autre, elle va faire une autre partie pendant ce temps-là. Ça facilite la concertation, l'intervention de chaque personne qui est la mieux placée pour accompagner les jeunes dans ce contexte-là. Puis, tu sais, ça favorise la réussite de tous les élèves. Tu sais, c'est vraiment aller voir comment ça marche. Puis si jamais, tu sais, des fois, on se rend compte aussi quand on analyse nos données que c'est tous les élèves qui n'ont pas réussi. Bien là, à ce moment-là, on va ajuster notre enseignement, tu sais, on va travailler autrement. Mais si on voit que c'est certains élèves, bien là, c'est vraiment d'aller soutenir ces élèves-là. Puis on est toujours en prévention. Quand on fait la RAI, on est vraiment avant que ça qu'ils développent un problème. On veut essayer de les soutenir pour qu'ils accèdent à l'apprentissage. Qui restent dans le chemin de la réussite scolaire, dans le fond. OK. Tout à fait. Puis là, tu as dit à 3 niveaux. Le troisième niveau,
ben là, c'est quand, malgré tout, ça fonctionne pas, ben là, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va voir la psychologue? Est-ce qu'on va voir, tu sais, une orthophoniste? Est-ce qu'il y a quelque chose comme à faire comme de la rééducation pour cet élève-là? On va plus se poser des questions sur ça. Puis, c'est vraiment ceux qui restent là, que malgré tout ce qu'on a mis en place, ça n'a pas fonctionné. En général, on n'a pas réussi à le remettre sur la voie de la réussite, par exemple, scolaire. OK. C'est ça. Fait que ça, c'est le 3e niveau. Mais tu sais, il y a tout le temps des allers-retours, puis des fois, il y a des enfants qui vont bien répondre. Tu sais, il y avait juste besoin qu'on s'occupe d'eux autres un petit peu plus longtemps, puis pour une petite affaire, puis après ça, ils vont être corrects, puis ça va être d'autres élèves qu'on va suivre pour d'autres choses. Puis, tu as dit l'analyse des données. Les données ne sont pas nécessairement toujours chiffrées. Non. Des fois, c'est des données d'observation. Des fois, on va écouter des enregistrements d'élèves. Ça, c'est une autre façon dont les outils technologiques peuvent nous servir. Oui. On va les faire lire, puis on va les écouter, ou les autres, ils vont s'écouter. On va vérifier la vitesse de lecture. Il y a plein de données qu'on a qui sont pas chiffrées. Il y a des tests de dépistage qui existent, mais ça se peut que ça soit autre chose qu'on analyse. Ça se peut qu'on ait des travaux d'élèves, puis que là, qu'on ait des photos de ce qu'ils ont fait. Si c'est en mathématiques, par exemple, on va prendre des photos de manipulation parce que, on n'a pas toujours des traces de ce que les enfants font. Puis là, à partir de ça, on va pouvoir voir. C'est moins utilisé en mathématiques chez nous, mais c'est quand même des choses qui pourraient être faites. C'est un processus, puis une démarche d'accompagnement, dans le fond, des élèves, des jeunes, qui peut être mis en place dans toutes les contextes, finalement. Oui. On l'a vécu beaucoup en lecture au primaire, mais ça peut se faire au secondaire, ça peut se faire à d'autres niveaux. Ça vient des États-Unis, ça a été mis en place. Au départ, c'était beaucoup pour traiter les comportements, Puis ça a évolué, puis là, on agit en prévention pour l'apprentissage des élèves. Puis quelle place tu dirais la rétroaction du jeune, c'est-à-dire que le jeune partage ce qu'il a compris, puis ses stratégies qu'il a mis en œuvre peut être des données d'observation aussi sur ce qu'il comprend déjà? Bien, ça, on l'a moins abordé, on l'a moins traité, là, cette façon-là, mais ça pourrait être... ça pourrait faire partie de l'observation. Ça fait partie du niveau 1, de toute façon. Ça fait partie de l'enseignement puis des approches que tu mets en place dans ta classe. On le sait que ça, c'est une approche qui est gagnante, que les enfants partagent leur stratégie. Le constructivisme, c'est se parler puis construire nos apprentissages ensemble. Fait que c'en est une façon d'établir un niveau 1 puis d'avoir des pratiques d'enseignement efficaces qui permettent aux élèves d'accéder à l'apprentissage ensemble. Nous, on est des enseignants, ça fait longtemps qu'on a appris ces choses-là. Des fois, on n'a pas accès aux difficultés ou aux défis que l'élève peut rencontrer, tandis qu'un enfant qui vient de l'apprendre maintenant ou il y a quelques jours, il peut, lui, partager ses stratégies puis dire « Ah oui, mais moi, j'ai eu de la misère avec ça, mais là, je l'ai fait de cette façon-là. » Puis, tu sais, des fois, si on a des enfants qui sont meilleurs pour s'exprimer puis pour expliquer leur stratégie, c'est toujours utile pour les autres. Tu sais, d'échanger. D'en bénéficier finalement comme ça. Ouais. Puis c'est une belle façon, comme tu me l'as dit plus tôt, de mettre en place une éducation inclusive pour tous. Oui, c'est ça. C'est de ne pas oublier quelqu'un. C'est de s'occuper de tous les enfants qui sont là puis de les amener tous vers la réussite. Exactement. Nadine, j'ai une question pour terminer pour toi. C'est ma question rockstar Edu. C'est quoi ta source d'inspiration à toi, dans ton quotidien? Mes sources d'inspiration, c'est mes collègues qui n'ont pas peur d'essayer des nouvelles choses, puis qui m'apprennent plein de nouvelles choses. Moi, j'apprends avec eux. Je leur amène des choses, mais eux, ils m'amènent à me poser des questions. C'est les enseignants aussi qui sont dans leur classe, puis qui m'écrivent des questions, puis qui disent « Nadine, j'essaye de faire telle chose, j'y arrive pas, comment je peux faire? » Là, je vais faire des recherches, je vais essayer de leur trouver des solutions, je vais leur offrir de l'accompagnement, je vais aller... Moi, j'ai besoin des gens autour de moi qui apprennent, qui sont des apprenants aussi, pour pouvoir mieux les nourrir. C'est ça mon inspiration. Wow! Merci, Nadine! Ça fait plaisir. Je vous invite en terminant à vous inscrire via écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.